Quand on prend l'écologie au boulot sous l'angle des émissions de CO2 liées à notre travail, et que notre outil de production c'est globalement un bureau avec un ordinateur et des salles de réunion, eh bien une part très importante de notre empreinte carbone est liée à nos déplacements domicile-travail. Bonjour et bienvenue dans Écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bonjour et bienvenue dans cet épisode consacré à ce que je fais au quotidien, c'est-à-dire de la mobilité durable. Voilà, comme c'est mon métier, il était grand temps que j'en parle dans ce podcast. Et c'est vrai que j'ai l'impression que c'est souvent vu comme un problème insolvable, impossible d'aller travailler autrement qu'en voiture pour une majorité de Français. Et puis avec les horaires variables, les enfants à aller chercher, les courses à faire en rentrant, impossible de covoiturer. Alors, c'est un discours que j'entends beaucoup, et pour cause, je suis chargée de mission mobilité durable. Donc c'est le but de mon travail, c'est de réduire les émissions de CO2 et polluants liés à la mobilité, de manière générale, mais aussi beaucoup sur le trajet domicile-travail. Quand j'entends ce discours sur la mobilité, j'ai vraiment cette impression donc que tout est bloqué, on ne peut pas changer. Bien que, depuis les confinements, le télétravail commence à être envisagé comme une solution, et c'est une bonne solution pour réduire les trajets domicile-travail, je ressens un gros blocage sur le mode de transport pour aller bosser. Si vous écoutez ce podcast, je sais que vous avez un intérêt pour améliorer votre impact écologique, mais la mobilité, ça paraît moins facile à changer que de se mettre au zéro déchet. Se passer de voiture serait l'effort écologique qui paraît le plus difficile à faire pour les Français. Enfin, je dis ça, mais peut-être que vous êtes un bon élève écolo au boulot, que vous allez déjà travailler à vélo ou autre, mais que ce n'est pas le cas de 80% des autres salariés de votre entreprise qui viennent tout seuls en voiture. Donc, il est grand temps de casser les croyances qui nous limitent sur la mobilité domicile-travail. J'ai plein de conseils à donner, et je vous promets que chacun à son échelle a la possibilité d'améliorer son empreinte carbone mobilité, même un petit peu. C'est parti! On va commencer avec quelques chiffres pour comprendre l'impact de la mobilité domicile-travail et l'impact de nos choix. Ensuite, je vais vous présenter plusieurs scénarios de déplacement en fonction de situations différentes. Genre, j'habite en ville, à la campagne, il y a des transports en commun ou pas, des pistes cyclables ou pas, j'ai des horaires contraints ou pas, etc. Pour chacun de ces scénarios, je vous proposerai des alternatives. Et pour finir, on parlera de ce qu'on peut proposer dans notre entreprise pour améliorer l'impact carbone mobilité de l'ensemble des salariés. Et là encore, il y a plein de choses à faire. Des choses très simples et d'autres plus engageantes. Donc voilà, on va voir tout ça. Ce dont je ne parlerai pas dans cet épisode, même si ce n'est pas à écarter quand on parle de mobilité, c'est l'organisation de notre société. Je m'explique. Les zones périurbaines ont beaucoup grandi ces dernières décennies et les espaces de vie ont été fragmentés. C'est-à-dire que d'un côté, on a des zones de résidence, de l'autre, on a des zones d'emploi ou de commerce, et donc il faut prendre sa voiture pour aller faire ses courses dans de grands hypermarchés avec plein de boutiques autour. Et puis le travail, c'est 5 jours sur 7, donc 10 déplacements minimum avec les allers-retours. Et les lieux de travail sont souvent dans des zones d'activité à l'écart des zones résidentielles. Donc ça implique une mobilité pour aller travailler. Donc tous ces sujets, forcément, ça a un fort impact sur la mobilité, mais comme c'est pas quelque chose qui est immédiatement à notre main en tant qu'écolo au boulot, je préfère de vous proposer de se concentrer sur ce qu'on peut faire dès maintenant à notre échelle. Commençons donc par des chiffres. Pendant des années, je vous avoue que j'étais pas très chiffre, c'est la partie qui m'ennuyait dans les présentations climat parce que je m'intéressais beaucoup plus aux actions concrètes. Mais c'est vrai que, en fait, on a besoin de chiffres pour comprendre quelles actions il faut mettre en place et pourquoi. En fait, plus on creuse et plus on se dit, mais attends, mais qu'est-ce qui est vraiment important dans tout ce qu'on nous propose? Donc voilà, c'est pour ça que je trouve qu'on se rend mieux compte des enjeux et des grandeurs quand on compare les nombres. Donc voilà, je vous propose des nombres. Ici, les chiffres vont nous aider à définir deux choses. 1. D'où est-ce qu'on part? Et 2. Où est-ce qu'on doit arriver? Vous pouvez mesurer les impacts de gaz à effet de serre qui sont liés à vos déplacements, domicile-travail ou en général. Il y a un calculateur de l'ADEME qui s'appelle monimpacttransport.fr. Je vous mets le lien dans les notes du podcast.
Voilà, vous pouvez déjà comparer un petit peu en fonction du nombre de kilomètres que vous faites, avec quel mode vous le faites, votre impact CO2 au quotidien. Alors pour vous donner une idée, si vous êtes en voiture, par exemple, si vous roulez 15 000 km par an ou plus, vous êtes à peu près à 3,8 tonnes de CO2. Retenez juste le nombre, on comparera après 3,8. Un Français moyen, il va rouler 13 000 km par an, donc ça fait 3,3 tonnes de CO2 à peu près. Donc voilà, 3,3 tonnes. Et donc, ça c'est un peu où est-ce qu'on est, probablement, si vous venez au travail en voiture. Et où est-ce qu'il faut arriver maintenant ? Quand est-ce qu'on sait si on a été suffisamment sobre ? Dans un monde dans lequel on reste sous les 1,5 degrés de réchauffement climatique, il faudrait émettre 1,5 à 2 tonnes de CO2 par an. Donc là, rien qu'avec la voiture, en fait, on est au-dessus de ce seuil, puisque on disait qu'on était à 3,3, 3,8 tonnes. S'il faut qu'on reste dans tout ce qu'on émet en carbone en dessous de 1,5-2 tonnes, on est foutu. Mais bon, pas de panique, on va y remédier. Pour les comparaisons d'ailleurs, 1,5 tonnes de CO2, ça représente un aller-retour en avion entre Paris et New York pour un seul passager. Voilà, ça explique aussi bien pourquoi les mouvements écolos insistent tellement sur le fait d'éviter l'avion, c'est que si vous prenez un vol aller-retour, vous avez bousillé votre bilan carbone annuel. Bref, revenons à nos voitures. Donc, si vous êtes dans la moyenne avec 13 000 km et 3,3 tonnes de CO2 émis, ce n'est pas soutenable parce qu'il faut qu'au global on soit à 1,5-2 tonnes. Dans l'idéal, il faudrait viser moins de 2000 km par an par personne pour être à une demi-tonne de CO2. Voilà, 0,5 tonnes de CO2 pour rester soutenable sur la partie mobilité. Comme ça, il reste encore, entre guillemets, une tonne d'émissions de CO2 possible pour se loger, se nourrir, etc. Je me base là-dessus sur des valeurs qui sont proposées par le réseau Résistance Climatique, et donc toutes ces valeurs, comme toutes les valeurs, elles sont discutables, mais ça permet de se donner une idée, un petit peu une fourchette, de situer de quoi on parle. Donc on voit bien que la mobilité, en fait, on peut avoir plein d'actions super au niveau de l'écologie. Si on travaille pas sur la mobilité alors qu'on vient en voiture au travail, ça va bloquer au bout d'un moment. Alors je pense que c'est maintenant d'ailleurs qu'il faudrait que j'évoque les motorisations alternatives, parce qu'elles sont très controversées. Motorisation alternative, c'est tout ce qui n'est pas véhicule thermique, tout ce qui n'est pas essence ou diesel. Là, les données que je viens de vous donner, elles concernent l'utilisation d'un véhicule thermique classique, et selon le type de véhicule que vous avez d'ailleurs, vous allez consommer et donc émettre plus ou moins de gaz à effet de serre si votre voiture est lourde, si elle est légère, si vous avez une éco-conduite comme on dit, ou si vous êtes des accros du frein et de l'accélérateur, enfin bref. J'ai pas parlé non plus des particules fines qui sont émises par les véhicules thermiques, j'ai parlé que de gaz à effet de serre, mais ce serait aussi à prendre en compte, et c'est l'avantage indéniable des véhicules électriques, parce que hormis les particules qui vont être émises par les pneus et le freinage, les véhicules électriques, il y a plus de problèmes de particules fines émises quand on roule. Donc voilà, parlons de cette controverse autour de la voiture électrique. En France, où l'énergie est majoritairement décarbonée, même si c'est de l'énergie fissile en majorité, c'est pas l'énergie qui est mise dans le véhicule qui génère des émissions de gaz à effet de serre, comme c'est le cas avec le pétrole en tout cas, où là on sait que voilà, je roule 1 kilomètre, et donc chaque kilomètre roulé avec une voiture thermique va émettre des gaz à effet de serre. Là, dans le cas de la voiture électrique, c'est la construction du véhicule et de ces fameuses batteries, bourrées de métaux rares et dont l'extraction n'a rien d'écologique, qui nous inquiète. Alors cela dit, c'est vrai pour tout l'électronique qu'on utilise, les métaux rares, même dans des voitures thermiques, il y a de l'électronique, juste pas aux mêmes doses concernant les batteries, mais bref. Il y a beaucoup de choses qui se jouent dans le mode de production des batteries déjà. Où est-ce qu'elles sont produites, dans quelles conditions, et de toute façon, il faudra, c'est sûr, être économe sur ces questions de batterie. Globalement, aujourd'hui, quand on compare les véhicules et qu'on regarde les analyses de cycle de vie, une analyse de cycle de vie, c'est l'émission sur l'ensemble de la vie du produit, donc de sa conception à sa destruction, en passant par son utilisation. Voilà, ce qu'on constate quand on compare les véhicules thermiques et les véhicules électriques, c'est que les véhicules électriques à batterie, ils permettent quand même de beaucoup diminuer les émissions de CO2. Donc selon les modèles, vous pouvez regarder au bout de combien de kilomètres roulés en électrique, le bilan carbone de la construction du véhicule est compensé par la non-utilisation d'énergie thermique. En gros, si disons que le bilan carbone d'un véhicule électrique neuf, quand vous l'achetez, le véhicule il est neuf,
il a déjà émis 3 tonnes de CO2. Je sais pas si c'est une donnée qui est cohérente ou pas, mais disons ça. Si vous roulez 10 000 km en véhicule thermique et que vous émettez 3 tonnes de CO2, ben voilà, 10 000 km en thermique, 3 tonnes de CO2, c'est autant qu'une voiture électrique neuve. Et donc tout ce qui se passe après en termes de bilan carbone, finalement c'est assez faible. Donc on va dire que ça dépend un petit peu des voitures selon les modèles et les lieux de production. Ce seuil, il va se situer entre 5 000 et 15 000 km. Donc si on roule plus de 5 000 ou 15 000 km ou 12 000, enfin ça dépend des modèles, au bout d'un certain nombre de kilomètres, on est plutôt en positif sur le bilan carbone de la voiture électrique comparé à si on avait utilisé une voiture thermique. Donc c'était la partie un peu technique sur les batteries, et voilà, j'en entends beaucoup de choses sur les batteries, sur le fait que écologiquement ça a pas de sens, qu'on sait pas les traiter, etc. En tout cas, si on regarde du côté CO2 et qu'on essaie de comprendre, mais attends, en termes de CO2, parce que c'est ce qui nous préoccupe le plus, hein, clairement, l'effet de serre. Donc moi, c'est une question qui est hyper épineuse et compliquée à traiter, mais clairement, aujourd'hui, on peut pas continuer avec des voitures thermiques comme on fait aujourd'hui, parce que on va émettre beaucoup trop de CO2 dans l'atmosphère. Ça veut pas dire qu'il faut pas faire attention à comment on produit les batteries, à comment on les traite derrière, comment on les recycle, etc. Et d'ailleurs, ça, c'est des choses qui sont pas vraiment à notre main. À moins de travailler dans ce secteur, ce qui est peut-être votre cas, vous pouvez, essayer d'améliorer l'empreinte carbone de production des véhicules électriques, et des histoires de quotas CO2 aussi, qui peuvent être mis en place par les pays. Voilà, bon, à moins d'être là-dedans, on n'a pas trop la main sur cette partie-là. On voit bien que les véhicules électriques, ils arrivent. C'est pas facile de se faire une idée. Regardons un peu, si on a un choix à faire, s'il faut passer à l'électrique, qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Parce que ce qui est encore à notre main en tant que citoyen ou salarié écolo au boulot, c'est la taille de la batterie. Parce que la batterie, plus elle sera petite, et moins elle consommera de ressources pour être fabriquée. Donc ça implique clairement 2 choses. Premièrement, de choisir des voitures de petit poids, gérables par une petite batterie. Et d'ailleurs, c'est la même chose dans les voitures thermiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup des SUV parce que c'est des véhicules qui sont lourds, et donc plus ils sont lourds, et plus ils consomment, et donc plus ils émettent de CO2. Donc voilà, ce qu'on peut faire déjà, c'est choisir une voiture avec un petit poids, parce que comme ça, il y a besoin de moins d'énergie, donc une plus petite batterie pour déplacer ce véhicule. Et deuxièmement, de choisir une autonomie plutôt petite, car plus on veut que notre batterie soit petite, et plus il faut accepter que la voiture ait besoin de recharge régulièrement. Si votre entreprise renouvelle sa flotte de véhicules avec des voitures électriques, ou propose des voitures de fonction électrique, je sais que ça commence à arriver, militez pour des voitures légères avec une petite batterie, et aussi partagez ces voitures au maximum. Le bonheur de ne plus entendre ce bruit de moteur. Mais bon, je ne vais pas non plus entrer dans le détail, mais c'est vrai que le transport routier, un de ses problèmes principaux, c'est aussi c'est un gros contributeur au problème de bruit. Vous vous souvenez du premier confinement, quand la majorité de la population a arrêté de se déplacer et qu'on a enfin entendu les oiseaux ? Je m'arrête là pour le véhicule électrique, parce que ce n'est pas non plus une solution de remplacement universel. On remplace nos bagnoles thermiques par l'électrique et hop, problème réglé. Non, non, non. Désolé. On va pas parler non plus des autres motorisations telles que le biogaz, qui est plutôt utilisé sur du transport lourd, et l'hydrogène, qui n'en est plutôt qu'à ses débuts. Déjà parce que je maîtrise encore mal ces technologies, et puis aussi parce qu'il y a peu de chances que vous soyez concerné directement par ces solutions, aujourd'hui en tant que salarié. Donc voilà, comme je le disais, la voiture électrique, c'est une des solutions. Dans certains cas, elle ne se suffit pas à elle seule, et il y a plein de contextes dans lesquels elle ne s'adapte pas. Et puis surtout, voilà, l'idée ce n'est pas de remplacer toutes les voitures thermiques par des voitures électriques, parce que ce n'est pas soutenable en fait. Ça ne règle pas le problème. D'ailleurs, si en France on voulait remplacer toutes nos énergies fossiles par des énergies électriques, il faudrait ajouter 200 centrales nucléaires supplémentaires en France. 200 Donc voilà, ça prouve qu'on peut pas continuer à avoir le même besoin d'énergie. Il faut viser la sobriété. Et d'ailleurs, je vais finir quand même sur un dernier point de sobriété avec les véhicules électriques. Pour moi, ça implique aussi une troisième chose. Pour diminuer l'impact environnemental des voitures électriques, c'est de les partager. Donc pas uniquement en covoiturage, mais aussi dans l'usage, via de l'autopartage par exemple. Parce qu'une voiture qui est partagée entre 2, 3, 10 personnes, ça partage d'autant l'impact carbone qui est lié à la fabrication de la voiture. Puisqu'on sait que c'est ça dans la voiture électrique qui pose problème. Donc si au lieu d'avoir une voiture chacun, on a une voiture pour 5, par exemple,
naturellement, on partage dans notre empreinte carbone personnelle les ressources qui sont utilisées pour cette voiture. Et puis en général, en autopartage, on roule moins que quand on a une voiture personnelle. Donc même dans notre utilisation, dans notre usage de la voiture, on est plus sobre. Voilà, c'est le dernier point sur la voiture électrique, j'arrête, promis. Et on en vient donc naturellement à nos usages de la mobilité et toutes les alternatives pour réduire la voiture en individuel, la deuxième partie de cet épisode. On attaque les différents problèmes de mobilité, les différents freins qui nous empêchent d'aller vers une mobilité durable, et ces freins, on va les défoncer. Alors, premier cas. Voilà, je vous ai dit que j'allais vous donner des scénarios un peu différents dans lesquels vous allez peut-être vous reconnaître ou reconnaître des collègues pour savoir ce qu'on peut faire. Au premier cas, je viens en voiture parce qu'en vélo, j'ai peur de la route, j'ai peur de la circulation, je me sens pas en sécurité. Dans les conseils que je peux vous donner, déjà, il y en a un, c'est de regarder le trajet que vous pourriez emprunter, l'itinéraire sur une application qui s'appelle GeoVélo. Il y a le site internet aussi. Parce qu'en fait, des fois, on regarde le trajet qu'on fait en voiture et on se dit « Ah bah non, impossible, je peux pas faire ça en vélo, c'est trop roulant, c'est pas possible. » Mais on n'imagine pas les itinéraires alternatifs qui pourraient faire qu'on prend des routes où il y a moins de circulation, ou même des voies vertes, etc. Et donc GeoVélo, en général, ça vous donne des itinéraires avec le pourcentage d'itinéraire qui est aménagé, avec des pistes cyclables ou des bandes cyclables, enfin un espace où vous êtes plus en sécurité. Vous pouvez regarder les différents itinéraires entre chez vous et le travail. Peut-être qu'il y en a un qui est plus pertinent pour vous que la grosse départementale que vous prenez en voiture. Après, ça peut aussi, si vraiment on n'a pas l'habitude du vélo, de trouver quelqu'un qui fait déjà ce trajet en vélo. Vous savez qu'il y a des collègues qui viennent en vélo, mais vous dites, oh là, mais c'est des malades, comment ils font, c'est hyper dangereux. Ben voilà, peut-être que l'idée c'est aussi de tester, de voir avec eux, clairement, faire le trajet un jour avec eux. Un jour là, un jour vous avez le temps, où il fait beau, voire même en dehors des horaires de travail, peut-être un week-end ou j'en sais rien, et tester le trajet pour vraiment vous faire une idée sur le terrain, parce que des fois, on n'a pas l'habitude du vélo, et on se dit que c'est hyper dangereux, qu'on se sentirait pas en sécurité, et des fois on le fait, et en fait ça va. Parce qu'il y a de la place sur les côtés, parce qu'il y a des bons accotements, parce que la piste cyclable, en fait on pensait pas, mais il y en a une, voilà, ce genre de choses peut être aussi voilà, de tester, avec quelqu'un qui le fait, ou en famille, ou entre collègues, on essaye. Après, il y a quelque chose qui se développe aussi, c'est tout ce qui est les vélos intermédiaires en taille. Vous avez peut-être déjà vu ou pas ce qu'on appelle les vélos mobiles. Un vélo mobile, c'est un vélo, donc vous pédalez, vous êtes plutôt en format assis, mais c'est pas les vélos allongés. En fait, vous avez une carlingue autour de vous qui vous protège et qui permet de l'aérodynamisme, donc vous allez plus vite qu'en vélo classique, et vous vous sentez un peu plus protégé parce que vous avez quand même un habitacle autour de vous. Et puis vous allez à une vitesse qui est plus élevée, donc c'est peut-être moins dangereux aussi la cohabitation avec les véhicules, les vélos mobiles, ça peut aller jusqu'à 45 km/h. Donc si vous êtes majoritairement sur des routes qui vont à 50, 70, ça peut se faire. Un conseil que je peux vous donner si vous voulez vous mettre au vélo mais que vous savez pas trop comment, c'est aussi d'écouter l'épisode que j'ai fait sur comment aller travailler à vélo. C'était tout au début du podcast, c'est l'épisode numéro 3, où avec un ami qui va au vélo tous les jours au travail depuis des années, et moi-même, on vous donnait tous nos conseils pour aller au travail à vélo. C'est vrai qu'en fait, aujourd'hui, la moitié des trajets de moins de 3 km en France sont réalisés en voiture. Donc 50% des trajets de moins kilomètres sont réalisés en voiture, alors que 3 km en vélo, ça se fait facilement et relativement rapidement. Voilà, vous imaginez un petit peu tout le potentiel que peut avoir le vélo, ou la marche, on n'en parle pas aussi, mais voilà, que peut avoir la marche également. Et puis avec le vélo électrique, on peut même largement dépasser les 3 km, on peut aller à 5 km, 10 km, enfin assez facilement en vélo électrique. Si vous voulez motiver vos collègues, une première chose, c'est toujours de montrer comment nous on fait. En fait, comment on s'organise pour venir à vélo soi-même, son matériel, etc. En fait, voilà, si nos collègues ils nous voient arriver à vélo le matin en disant « Oh là là, mais avec cette pluie, où il fait nuit, ou comment tu fais, il suffit des courses, comment tu t'organises et comment tu t'habilles ?» Il y a un peu plein de questions quand on n'a jamais fait ça. Voilà, montrer l'exemple, c'est aussi montrer comment vous vous organisez et comment vous faites pour que ça se passe bien pour vous. Des entreprises qui organisent des ateliers de réparation et d'entretien de vélo, par exemple sur le parking, vous pouvez proposer à des collègues de les accompagner à vélo, ce que je disais
avant, si quelqu'un a peur de faire le trajet parce qu'il n'a pas l'habitude de faire du vélo, pourquoi pas leur proposer de faire comme du covoiturage, du véloturage, je sais pas comment dire ça, du covélotage. Ça peut être une chose à faire. Et puis, une chose que vous pouvez demander à l'entreprise, c'est le forfait mobilité durable pour indemniser ceux qui viennent travailler à vélo. Avant, ça s'appelait l'indemnité kilométrique vélo, si ça vous parle. Et c'est quelque chose qui à la fois valorise et indemnise les personnes qui viennent travailler à vélo. Ensuite, il y a le cas de « je viens en voiture parce que j'habite trop loin » et sa petite variante « je viens en voiture parce qu'il n'y a pas de transport en commun qui vont jusqu'à mon travail ». Là-dessus, la clé pour moi, c'est de découper son trajet. C'est ne pas le voir en fait comme un truc linéaire, direct, une grande ligne droite de chez soi au travail. Hop. Pour illustrer un peu tout ça, je vais vous partager mon propre exemple. Quand j'ai commencé à travailler il y a 4 ans, je sais plus. En gros, j'étais à Lyon et j'allais travailler dans une zone rurale qui n'était pas desservie en transport en commun. Donc ce que je faisais au début, c'est que je covoiturais sur la moitié de mon trajet. Donc en fait, j'avais trouvé un covoitureur qui était à peu près à la moitié de mon trajet. En fait, il fallait que je sorte de la ville et après j'avais une portion d'autoroute, donc on se retrouvait avant l'autoroute et on covoiturait depuis l'autoroute jusqu'au travail. On était des entreprises qui étaient à 5 minutes l'une de l'autre, même pas. Je faisais ça se passait bien. En plus, mon covoitureur, il avait une voiture hybride, je crois. Donc c'était d'autant plus écolo. Et puis ensuite, j'ai eu besoin de ma voiture pour des déplacements un peu courants au travail. En fait, on n'avait pas de voiture de service, on était indemnisés en utilisant nos propres voitures. Et donc comme j'avais besoin de faire ça plus régulièrement, je pouvais difficilement covoiturer. Donc j'ai pris une autre option. Et là, donc j'ai encore plus découpé mon trajet. C'est-à-dire que il y avait une gare à 15 km de mon travail. Et il y avait des trains qui faisaient Lyon jusqu'à cette gare. Donc ce que je faisais, c'est que de chez moi, j'allais à la gare qui est dans Lyon. Je faisais un trajet en TER de Lyon jusqu'à la gare située à 15 km de mon travail. Et à cette gare, j'avais laissé ma voiture. Et j'utilisais ma voiture plus que sur les 15 derniers kilomètres. Donc sachant que normalement, j'avais 50 km par jour, 50 km aller à faire. Au final, j'ai beaucoup réduit les kilomètres en voiture en utilisant le train. J'ai découpé mon trajet, j'ai regardé est-ce qu'il y a une ligne un peu structurante entre là où j'habite et mon travail, et je me suis organisée autour de cette ligne structurante. En plus, ma voiture, j'en ai vraiment besoin que pour aller au travail. Comme j'habitais en ville, il y avait transport en commun, donc j'en avais vraiment pas besoin le soir. Je sais qu'il y a d'autres personnes qui faisaient ça, je les voyais à la gare. Ils arrivaient le matin, ils prenaient leur voiture. Et certains, ils revenaient avec leur voiture le week-end, par exemple, s'ils en avaient besoin le week-end. Maintenant, je suis contente parce que je n'ai plus besoin de voiture, je fais vélo, train, vélo. J'ai un vélo pliant que j'embarque dans le train. Je suis la plus heureuse du monde d'abandonner la voiture au quotidien. D'ailleurs, je travaille dans un immeuble qui est dans le centre-ville et il n'y a pas de stationnement vélo. Parce que oui, les cordonniers sont les plus mal chaussés. Alors ce que je fais, c'est que je monte mon vélo dans mon bureau et il est derrière moi dans mon bureau. Et là, il y a de la place, donc c'est nickel. Et puis au pire, c'est un vélo pliant, donc je l'aurais casé dans un coin, mais là, j'ai même pas besoin de le replier. J'ai trouvé une solution en découpant mon trajet. Comment, à votre tour, découper votre trajet ? En fait, découper son trajet, ça permet de voir toutes les options qui s'offrent à vous si vous adoptez la multimodalité. Multimodalité, c'est le fait d'emprunter plusieurs modes de transport pour un trajet. Donc vous allez regarder les itinéraires sur lesquels vous pourriez covoiturer, par exemple en cherchant les parkings de covoiturage. Et là d'ailleurs, je vais vous révéler un secret du monde de la mobilité. C'est que si jamais il n'y a pas de parking de covoiturage officiel sur votre axe, il y a peut-être des parkings classiques que vous pouvez utiliser, mais surtout, ce que j'ai vu plusieurs fois, et je trouve ça amusant, c'est que des fois, il y a des terrains à proximité d'un axe routier, où il y a beaucoup de monde, ou d'une entrée d'autoroute, et il y a déjà des voitures qui se garent pour covoiturer. En fait, c'est pas un parking de covoiturage, c'est vraiment un terrain vague, et les voitures se garent là, et parce qu'on constate qu'il y a des parkings de covoiturage. Donc sachez que si vous vous garez là pour covoiturer, vous allez augmenter significativement les chances de voir un vrai parking de covoiturage à cet endroit voir le jour. Parce que on n'est pas des fous dans la mobilité. S'il y a déjà des gens qui covoiturent à un endroit en utilisant un parking, on est sûr que si on fait un parking de covoiturage à cet endroit, a priori, il y a déjà des gens qui vont en avoir besoin. Puisqu'il y a déjà des gens qui le font dans la pratique. Quand on voit des voitures stationnées, on se dit tiens, ce serait peut-être un bon endroit pour faire un vrai stationnement en bonne et due forme. Je reviens sur notre histoire de découper les trajets après cette parenthèse parking de covoiturage. Parce que c'est vrai que ça se développe vraiment beaucoup. Il y a beaucoup de territoires qui ont comme projet de créer des parkings de covoiturage. Si on revient sur le fait de découper son trajet,
Vous verrez peut-être que comme moi, vous pouvez trouver un transport en commun qui fait la plus grande partie du trajet. Et là, il n'y a plus qu'à trouver des solutions premier, dernier kilomètre. Je crois que c'est aux Pays-Bas que les gens ont souvent 2 vélos. Ils ont un vélo pour aller de leur domicile à la gare et un autre vélo qu'ils laissent stationner à la gare d'arrivée pour aller jusqu'au travail. Comme ça, dans le train, ils sont tranquilles. Ils ont un beau vélo qu'ils gardent chez eux le soir et un vélo un peu pourri qu'ils utilisent entre la gare la plus proche de leur travail et leur travail. Vous pouvez aussi, par exemple, aller jusqu'à un parking relais en entrée de ville. Voilà, vous allez à ce parking relais en voiture, et puis vous finissez en vélo. Vous avez votre vélo dans le coffre, par exemple, ou derrière sur un porte-vélo. Selon l'itinéraire que vous empruntez, ça peut être carrément sympa. Et aussi, si vous faites vos courses en rentrant chez vous, là, il faut que vous regardiez où est-ce que vous pouvez laisser votre voiture à proximité de là où vous faites vos courses, et vous covoiturez ou vous prenez les transports en commun à partir de cet endroit. Ça marche aussi si vous déposez vos enfants à l'école, chez la nounou, à la crèche. Voilà, vous cherchez votre mode suivant de déplacement à partir de cet endroit-là. Comme ça, vous arrivez direct le soir, près du lieu où vous faites vos courses, où vous allez vous chercher vos enfants, etc. C'est plus simple que d'arriver jusqu'à chez soi et puis de devoir reprendre la voiture pour aller à la crèche, enfin bref. Voilà, donc essayez de découper votre trajet en fonction aussi de vos habitudes avant et après le boulot. Donc bref, prenez une carte des transports en commun, des itinéraires vélo, une carte de parking de covoiturage, une carte tout court, voilà, et vous devenez l'aventurier de votre trajet domicile-travail. Comment allez-vous donc réussir à diminuer votre usage de la voiture ? Donc il y a aussi un truc, c'est que des fois on trouve des solutions et on se dit ouais, enfin c'est quand même un peu plus long, je peux pas faire ça tous les jours. Ok, si vous pouvez pas le faire tous les jours, vous pouvez aussi le faire au moins une fois de temps en temps. Vous pouvez commencer par, je sais pas, une fois par mois, une fois par semaine, 2 fois par semaine. Et c'est déjà vachement bien. Vous allez déjà réduire votre empreinte carbone et ça commence comme ça. En attendant, peut-être qu'il y ait d'autres solutions qui se développent. Et si vous souhaitez aussi motiver vos collègues à faire pareil, je trouve qu'un moyen qui peut être simple, c'est de leur demander de covoiturer avec vous en tant que passager. Parce que souvent, ce que je vois, c'est que les personnes veulent bien covoiturer, mais en restant conducteur avec leur voiture. Elles veulent bien amener d'autres personnes si c'est à la même heure qu'elles sur leur trajet, mais elles veulent pas trop dépendre de quelqu'un d'autre. Donc si vous êtes déjà à fond dans ces histoires de mobilité durable, vous pouvez leur proposer de vous prendre en tant que passager, que ce soit de temps en temps pour dépanner. Comme ça, vous faites entrer vos collègues dans le covoiturage. Parce que c'est vrai que sur les plateformes de covoiturage du quotidien, on a plein de conducteurs. Il n'y a pas beaucoup de passagers. Donc le but, c'est aussi en étant passager, de montrer aux conducteurs que ça fonctionne, que ça marche. Et donc voilà, vous les faites entrer dans ce système covoiturage, vous leur faites tester, même s'ils restent conducteurs comme ils le souhaitent. Et puis ensuite, vous pouvez les valoriser en tant que personne qui covoiture. Ça, c'est hyper important, de valoriser les gens par exemple, auprès du reste de l'équipe. En fait, c'est ce qu'on appelle la preuve sociale. C'est-à-dire que montrer l'exemple et valoriser les comportements, c'est un moyen qui n'a l'air de rien, mais qui ressort comme un levier très intéressant pour convaincre les personnes de changer de comportement. En fait, vous allez dire « Ah, ce matin, j'ai covoituré avec Valérie, elle m'a bien dépanné, puis c'est sympa, on a discuté, on est arrivé un peu en avance, et ce soir, comme ça, on est sûr de partir à l'heure. Puis Valérie, elle est vraiment trop sympa de covoiturer avec moi. » Trouvez ce que vous voulez, c'est vous qui le voyez. Donc voilà, valorisez les bonnes pratiques de vos collègues, même si c'est vous qui les avez provoquées, parce que eux, ça va les conforter dans le fait, d'être dans des mobilités durables, et puis ça va donner envie aux autres de faire pareil, parce que les bons exemples à suivre, et on a toujours envie de suivre les bons exemples, ce sera Valérie. Il y a un autre cas assez récurrent qui est lié aux horaires variables. C'est-à-dire que quand on sait pas à quelle heure on commence le matin ou on finit le soir, on a un peu choix, on peut pas facilement se baser sur des horaires de transport en commun ou covoiturer avec quelqu'un, parce que quand on sait pas, quand on commence et qu'on finit pas tous les jours à la même heure, c'est un peu plus compliqué. Donc soit on ne maîtrise pas toujours nos horaires, moi la première, mais si on ne les maîtrise pas toujours, on les maîtrise parfois. Donc généralement, par exemple, les jours où vous n'avez pas de rendez-vous en début et en fin de journée, vous pouvez plus facilement vous organiser pour covoiturer ou pour prendre les transports en commun ce jour-là. Et le budget de transport, vous allez me dire. Parce que prendre le train 1 ou 2 fois par semaine uniquement, sans abonnement, c'est pas forcément économique. Et je suis d'accord, et d'ailleurs c'est aberrant, mais peu importe. Pour ça, j'en ai parlé juste avant, je vais le ressortir. Depuis fin 2019, il existe le forfait mobilité durable.
C'est encore quelque chose qui est facultatif dans l'entreprise, pour l'instant. Mais si votre entreprise est d'accord, elle peut vous accorder jusqu'à 500 € par salarié par an pour les déplacements en mode durable. Ces déplacements, ça va être le covoiturage, qu'on soit conducteur ou passager, le vélo, l'utilisation d'autopartage, ou encore les tickets de transport en commun si vous n'avez pas d'abonnement. C'est défiscalisable et c'est sans charge pour l'entreprise. Cool, non? C'est une bonne avancée. Donc voilà, ça vous permet aussi de vous dire que vous pouvez le faire que de temps en temps. En fait, quand c'est possible pour vous, vous faites l'effort, vous y allez. Et puis, moi, je vous avoue que entre prendre ma voiture tous les jours et faire 1 heure de voiture matin, 1 heure le soir, ou faire un peu de vélo, me mettre dans un train, même si c'est 3/4 d'heure et avec des horaires un peu à suivre, où je suis tranquille, et refaire 5 minutes de vélo, je préfère 1000 fois prendre mon trajet qui est peut-être un poil plus long en transport en commun et en vélo, mais qui est tellement plus reposant et où finalement je perds beaucoup moins de temps qu'en voiture. Voilà, ça dépend comment on voit les choses, mais moi je trouve ça tellement mieux. Ce forfait mobilité durable, si votre entreprise le met en place, c'est un bon incitatif financier pour se dire, même si c'est pas tous les jours, je peux quand même utiliser des modes durables. Pour revenir sur les horaires variables, il y a une pratique marrante, c'est de démarrer son covoiturage le soir. En fait, c'est mon ancien directeur qui faisait ça. En fait, il habitait pas très loin du lieu de là où habitait un autre salarié. Mais les deux avaient des métiers où ils pouvaient pas vraiment anticiper leur heure de départ le soir au quotidien pour pouvoir covoiturer. Donc ce qu'il faisait, c'est que le soir quand il partait, il demandait à l'autre s'il partait bientôt ou pas. Et si l'autre partait maintenant, ils covoituraient ensemble pour rentrer. Voilà, il y en a un qui laissait sa voiture sur le parking, l'autre le ramenait jusqu'à chez lui, et le lendemain matin, c'est celui qui avait conduit la veille qui venait chercher l'autre pour le ramener au travail. Et là, il pouvait récupérer sa voiture, et si le soir, il voulait gérer ses horaires différemment, il pouvait. Je sais pas si c'est clair, vous me suivez? En fait, ça marche si vous n'avez plus besoin de vous déplacer une fois que vous arrivez chez vous, ou que vous arrivez dans votre commune, ou que c'est pas un vendredi soir. Enfin, quoique, bref. Voilà, ça prouve quand même que des fois, il faut aussi prendre les choses à l'envers pour trouver une solution. Se dire, le covoiturage, c'est pas forcément tous les jours, avec la même personne, etc. Enfin, il y a des applications de covoiturage, il y a des plateformes de covoiturage domicile-travail qui existent, qui vous permettent de trouver des covoitureurs, même qui sont pas dans votre entreprise. Pourquoi pas se dire, on covoiture que le soir. Voilà, le soir, le matin, peut-être que c'est plus facile. Ou alors, on se cale des horaires et on s'y tient et on sait que ce jour-là, on peut les tenir. Chacun s'organise en fonction de ses contraintes, mais il y a des possibilités. Voilà, c'est ce que je voulais faire passer comme message. Après, il y a une dernière solution qui est pas forcément facile, on est d'accord, mais pourquoi ne pas déménager plus près de votre travail ou trouver un travail plus près de chez vous? C'est parfois la seule solution pour régler un problème de mobilité domicile-travail durable. Si vous êtes dans un projet de déménagement, prenez bien le critère mobilité durable en compte. Par exemple, où se situent les transports en commun les plus proches, combien de temps ils mettent pour aller à tel endroit, combien de temps ils passent, etc. À quelle distance de votre travail vous êtes. Si je découpe mon trajet, j'ai quoi comme solution? Comme moi, comme j'ai changé de travail récemment, je suis en plein dans ces réflexions de lieu de vie, à concilier à deux, comme beaucoup de personnes qui ne vivent pas seules. Et clairement, notre zone de recherche immobilière, elle a été orientée en fonction de ma capacité à pouvoir aller au travail sans voiture. Parce que je vous disais que je vends ma voiture. En regardant les villes, on regardait les villes, où est-ce qu'on aurait envie de vivre, on croisait les cartes de transport en commun, les cartes de bus, les cartes de train, les itinéraires à vélo, en disant comment je peux aller prendre le train depuis une maison de campagne en y allant en vélo. Et j'ai trouvé la zone. Comme quoi, avec tous mes critères mobilité, c'est faisable. Pas pour tout le monde, bien sûr, mon cas n'est pas universel. Et voilà, dans le cas d'une mobilité résidentielle, le fait de devoir déménager, c'est un moment phare de la vie pour adopter de nouveaux comportements. Donc pour vous, pour vos collègues, pour de nouveaux arrivants dans votre entreprise qui doivent déménager, ça vaut aussi le coup que vous leur rappeliez d'ajouter ce critère à leur liste. Ou même que vous leur disiez, voilà les modes de transport qui arrivent jusqu'au travail. Que vous leur donnez l'exemple. Du coup, Michel, il prend le train depuis là-bas. Le soir pour revenir, c'est machin qui le covoiture. Ou Brigitte, elle vient en vélo les jours où il fait beau, et quand il fait pas beau, elle s'embête pas, elle prend le bus. Enfin, voilà, vous pouvez aussi un petit peu préparer le terrain pour ceux qui vont arriver, qui n'auront pas que ça à faire, et plutôt que de les laisser tout de suite foncer dans « je prends ma voiture » de A à Z, leur présenter les alternatives qui existent. Voilà.
C'est déjà pas mal, non, comme liste de choses qu'on peut faire? En tout cas, la situation, elle est pas si bloquée que ça, au final, pour réduire nos émissions de gaz à effet de serre liées au transport, non? Il y a une question que j'aime bien poser aux personnes, en fait, quand elles me disent je viens en voiture, c'est le plus simple, c'est le plus machin, enfin, y a pas à discuter, c'est le plus simple. Ok, d'accord. Imaginez, demain, vous avez plus de permis, vous avez plus de voiture, il y a plus de pétrole, n'importe quoi. Comment vous feriez pour venir au travail? Une fois qu'on est obligé de réfléchir à comment on ferait, on trouve beaucoup plus facilement de solutions, et ces solutions-là, elles nous paraissent faisables, en fait, une fois qu'on y a bien réfléchi. Moi, c'est aussi quelque chose que j'aime bien, c'est un peu un jeu. Imaginez que vous pouvez pas venir en voiture, comment vous faites, quoi. Il faut trouver. Ça fait un petit peu un jeu qui permet d'aborder le sujet sans dramatiser. Bon, il nous reste une 3e partie dans cet épisode. Je savais que ce serait long, mais c'est pas grave, on y va. Mais il y a beaucoup de choses à dire, et puis casser des croyances limitantes, ça prend du temps. Donc cette 3e partie, c'est qu'est-ce qu'on peut mettre en place dans l'entreprise pour améliorer la mobilité de tout le monde. Je vous ai donné quelques pistes un petit peu, mais maintenant on va pouvoir développer. Alors dans les entreprises, la première chose que je peux dire, c'est que la mobilité domicile-travail, c'est désormais un sujet RH, c'est désormais un sujet ressources humaines. Ça c'est depuis la loi d'orientation des mobilités, que dans le secteur on appelle la LOM, qui date de fin 2019. Donc les entreprises doivent aider les salariés à diminuer leur budget de trajet, domicile-travail, combien ça leur coûte pour venir au travail, et les encourager à utiliser des mobilités propres. C'est une loi post-gilet jaune. Elle a pris beaucoup de retard d'ailleurs cette loi suite à ce mouvement, mais c'est le mouvement qui a rendu visibles les problèmes de mobilité dans les zones périurbaines et rurales. Nos entreprises doivent s'investir dans la mobilité, parce que c'est bien beau d'aller s'implanter au milieu de la pampa, mais comment les salariés ils vont faire pour venir autrement qu'en voiture maintenant? Alors ça peut prendre plusieurs formes. Ce qui est obligatoire dans les entreprises de plus de 50 salariés, c'est de parler de mobilité lors des négociations annuelles obligatoires, les NAO. Donc s'il y a un accord sur la mobilité avec les élus, ça peut s'arrêter là. En général, il faut quand même faire l'effort de sortir quelques données de diagnostic au préalable, histoire de pouvoir avoir une base de négociation, savoir de quoi on parle. Et puis voilà, l'idée c'est quand même toujours de réduire les émissions de CO2, donc selon moi c'est quand même dommage que ça s'arrête là. Donc s'il n'y a pas d'accord, ou si l'entreprise le souhaite, elle peut faire un plan de mobilité. C'est-à-dire qu'elle va recenser les modes de déplacement de ses salariés, les pratiques existantes, ce qu'elle a déjà mis en place, par exemple elle a déjà mis des arceaux vélos en place, on va regarder est-ce qu'ils sont occupés ou pas. D'ailleurs, je vais ouvrir une nouvelle parenthèse parce que ça me fait rire quand je vois les abris vélos des entreprises avec des pinces-roues pour le stationnement des vélos. Les pinces-roues, vous voyez, c'est juste en fait un système d'accroche des vélos de la roue avant. Vous coincez votre roue avant, c'est pour ça que ça s'appelle un pince-roue. Et en fait, le problème de ces pinces-roues, c'est qu'on peut pas attacher correctement son vélo. On peut attacher que la roue. Et du coup, en fait, ça sert à rien parce que quelqu'un qui veut vous voler votre vélo, il prend votre vélo et il laisse votre roue qui est attachée au stationnement vélo. Donc voilà, il vaut mieux des arceaux vélo que des pinces-roues. Et donc quand dans les entreprises on va regarder les stationnements vélos, les vélos ils sont pas attachés aux pinces-roues, ils sont attachés aux barrières à côté, où ils sont attachés, ils sont dans le pince-roue mais ils ont mis 2 cadenas, un sur le vélo et puis un sur le poteau d'à côté. Enfin voilà, ça montre assez clairement que c'est pas un système efficace. Donc s'il vous plaît, pas de pince-roue. Voilà, le message est passé, je ferme la parenthèse. Bref, une fois qu'on a fait ce diagnostic, on va se fixer un objectif. Par exemple, si on a calculé le bilan carbone des trajets domicile-travail des salariés, l'objectif ça peut être réduire cet impact carbone. Ou alors, si on a 10% des salariés qui viennent autrement qu'en voiture, ça peut être d'augmenter ce pourcentage de salariés qui ne prennent pas leur voiture tout seuls. Et une fois qu'on a fixé notre objectif, on met des actions en place. Ça peut être des actions financières, forfait mobilité durable, des actions de sensibilisation, d'animation, des installations, d'abris vélo, de douches, etc., de places de covoiturage. Ça peut être de l'organisation aussi, comme mettre aux mêmes horaires les salariés qui peuvent covoiturer. Ça peut être de définir un accord sur le télétravail, de revoir les horaires, etc. Puis, on suit ce plan et on l'évalue dans le temps. Sans refaire tout le topo sur le véhicule électrique parce qu'on en a déjà beaucoup parlé, les entreprises, elles ont aussi des obligations concernant les bornes sur les parkings et le renouvellement de leur flotte de véhicules.
Je ne vous le détaille pas parce qu'il y a beaucoup de cas différents. Je risque de vous embrouiller avec plein de chiffres et de dates et ça fait déjà un moment que je parle, donc je vais juste vous mettre les liens dans les notes du podcast. Vous aurez un article sur les obligations, sur les bornes de recharge et un article sur le verdissement de flotte et un article donc avec les incitations financières qui sont permises par la loi d'orientation de mobilité, la LOM, sur les frais de déplacement domicile-travail. Bon, sans plan de mobilité, ou si votre entreprise n'est pas concernée, ou qu'elle ne veut pas se lancer là-dedans, rien n'empêche de mener des actions au travail. Il y a plusieurs actions qu'on peut mettre en place, que ce soit de l'information et de la communication sur les modes de mobilité qui permettent de desservir vos locaux, ce que je vous disais tout à l'heure, déblayer le terrain, savoir exactement où sont les arrêts de bus, les arrêts de train, etc. autour de vous, quels sont les horaires, avoir les plaquettes, avoir une liste de personnes qui covoiturent dans l'entreprise, ce genre de choses qui permettent en fait aux personnes d'avoir toute l'information déjà pré-mâchée pour n'avoir plus qu'à l'utiliser. D'autres actions qu'on peut mettre en place, ça peut être de l'animation, comme des ateliers, des conférences ou des challenges, ou encore de l'organisation, le fichier des covoitureurs en interne. Si je récapitule un peu tout ça, on a vu les chiffres de la mobilité et sa part trop importante dans notre empreinte carbone. On a vu les différentes manières de hacker les freins qu'on se met ou que les autres se mettent quand on parle de mobilité domicile-travail durable. Ça nous permet d'agir déjà à notre propre niveau individuel, puis de sensibiliser nos collègues, monter des petits projets ensemble comme un équipage de covoiturage ou arriver tous avec le même jour. Et enfin, on a vu ce qu'on peut faire au niveau de l'entreprise. Prendre ce sujet dans le dialogue social, faire un plan de mobilité, ou commencer à agir par petites touches, notamment via les infrastructures, les abris vélos, les bornes de recharge, recenser les salariés qui veulent bien covoiturer, ou encore participer à un challenge mobilité. D'ailleurs, septembre, c'est le beau moment. Je sors pas cet épisode de podcast à n'importe quel moment, On est début septembre, on est nickel, on est fin août même. Parce que, en septembre, il y a la Semaine européenne de la mobilité, du 16 au 22 septembre. Il y a plein de choses qui s'organisent dans tous les pays et les villes d'Europe. Particulièrement si vous travaillez en Auvergne-Rhône-Alpes, vous pouvez inscrire votre entreprise au Challenge Mobilité, qui est organisé par la région. C'est une journée pour tester un autre mode de transport que la voiture en individuel, et c'est un événement un peu sympa, juste pour un jour, sans engagement, ou pour toute la vie, si affinité avec ce nouveau mode de transport. Sinon, vous pouvez regarder s'il y a des événements qui sont déjà organisés près de votre entreprise pour la semaine de la mobilité, ou bien organiser votre propre événement en interne. Un stand d'info, une conférence, une projection, une exposition, un atelier vélo, bref. À vous de voir ce qui vous paraît sympa et faisable en fonction de votre contexte. C'est tout pour aujourd'hui sur ce podcast solo très long sur la mobilité. Mais bon, c'est déjà un sujet qui est vaste, qui est complexe. Et puis en plus, comme c'est mon métier, je le connais et ça me passionne, ce qui ne facilite pas le fait de faire un épisode court. En tout cas, merci si vous avez écouté jusque-là. J'espère que ça vous a plu, que ça a cassé vos croyances limitantes sur la mobilité domicile-travail. Ou en tout cas que vous avez des clés pour mobiliser vos collègues et votre entreprise. Donc voilà, je vous mets plein de liens dans les notes du podcast et puis surtout, je reste disponible si vous avez des questions, si ça provoque des réactions auprès de vous, que ça vous donne envie de monter des projets. N'hésitez pas à m'écrire sur mon adresse mail, sur LinkedIn, sur Instagram aussi, ou sur le blog. On reste en contact en tout cas. Je vous souhaite à tous une très bonne rentrée parce que on est fin août, c'est fini les vacances d'été. J'espère que ça s'est bien passé pour vous si vous avez eu des vacances. J'espère que vous êtes méga motivés par cette rentrée au travail, sous le signe évidemment de l'écologie au boulot, toujours. J'ai l'impression que chaque année, il y a de plus en plus d'événements qui nous poussent à nous dire « Oh là là, mais on ne peut pas continuer comme d'habitude ». Donc c'est le moment, on y va et la mobilité, c'est vital dans notre travail pour diminuer nos émissions de CO2. Je vous laisse là. À bientôt pour un nouvel épisode de podcast. Ciao!